ils sont de bonne foi. Comme on dit en Bambara, si vous voyez deux personnes auxquelles on donne 1000 francs qui se bagarrent, c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu prendre plus que 500 francs. Mais si chacun prend ces 500 francs-là, ils peuvent se comprendre. Maintenant, souvent aussi, il y a certains qui peuvent avoir l'impression qu'on ne leur donne pas leurs 500 francs. Ils se fâchent, mais en se parlant, on peut se comprendre. Je voudrais d'abord vous féliciter pour le fait que vos amis vous ont fait confiance, votre corporation. J'ai appris récemment qu'il y avait des mouvements dans le milieu de la presse, il y avait des contestations. J'avais donc dit à mes collaborateurs qu'en attendant qu'ils finissent leur palabre et que la justice en finisse, de ne recevoir personne. Mais avec la demande du ministre, ça me paraît très officiel pour ne pas accéder à cette demande. Maintenant, je vais aller directement à vos sollicitations. Premièrement, le cadre juridique. Je me demande qui a modifié. De toute façon, je crois que s'il y a un problème, vous voyez votre ministre, si c'est au niveau, quand ça arrive au niveau du secrétaire général, ça relève de la primature. En ce moment, je peux vous donner l'assurance que quand vos textes arrivent, une fois que ces textes consensuels arrivent au niveau de la primature, il n'y a aucune raison de les garder. D'ailleurs, très souvent, quand les textes arrivent ici, nous les laissons passer. Je vous donne le cas du texte de la loi électorale. Quand le ministre nous l'a présenté ici, je lui ai demandé est-ce que son ministère a fait des modifications. Il dit non. Ils l'ont présenté tel que c'est sorti du débat national entre les Maliens. Il est donc dit qu'il faut le transmettre au gouvernement sans toucher une virgule. C'est arrivé au niveau du gouvernement, on l'a adopté, on l'envoie au CNT. Là-bas, bon, les opposants ont été, on a fait toutes sortes de palabres. On dit que le Premier ministre a modifié, il a sorti le président. Tout ça, ce n'était pas vrai. En général, depuis que je suis venu ici, ce que les Maliens acceptent entre eux, nous ne faisons que le valider. Donc, votre texte, organisez-vous avec vos partenaires au niveau du ministère. Si ça vient au secrétaire général, ça ne doit pas prendre du temps. S'il y a des arbitrages à faire, ça c'est autre chose. En ce moment, on nous le dit. Quels sont les points de blocage et en quoi il faut arbitrer. Donc, je suppose que cette question, elle ne doit pas prendre du temps parce que souvent, les textes durs, vous dites que ça fait 2 décennies. Vous savez, la HAC, on l'avait instituée pratiquement à la conférence nationale de 1991. Et depuis la constitution de 1991, c'était reconnu. Mais les pouvoirs viennent, ils s'en vont. Et quand nous étions venus en 2015, en quelques mois, on a institué la HAC. C'était la même chose pour la réforme de l'audiovisuel. Le gouvernement s'était engagé à l'UIT depuis 2006, mais en 2015 encore, ça n'a pas été fait, on l'a fait à quelques mois. Donc quand il y a la volonté, on ne doit pas tarder. Donc vos textes, la balle est maintenant dans votre camp et celui du ministre. Pour l'aide à la presse, moi je n'ai pas eu de courrier jusqu'à présent, parce qu'effectivement à notre première rencontre, j'avais dit que dans une affaire, vous savez, quand on veut arranger, on s'entend que c'est un arrangement. Quand on veut travailler suivant les lois, on travaille suivant les lois. Bon, chez nous, souvent, les dirigeants politiques mélangent les choses. Ils habituent un peu la population à ça. Moi, j'avais simplement dit de nous donner le point de la situation de tout ce que l'État a versé, même si c'est modique, pour que je puisse dire au niveau du gouvernement, il y a tel montant qui a été affecté à la presse, et voici son utilisation. S'il y a des choses qui ne sont pas normales, la justice n'a qu'à s'en occuper. Mais nous devons prendre une décision. Et je n'ai pas eu ce débat-là avec le ministre, soit parce qu'au niveau de son cabinet, il avait des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. En tout cas, il n'y a pas eu un débat avec le ministère pour dire voici la situation où nous devons aller. Si c'est fait, même demain, nous pourrons regarder. Maintenant, vous dites qu'en attendant l'adoption des textes, il faut une gestion politique et sociale.
pour régler la question. Donc elle doit être posée comme telle. C'est-à-dire on doit dire, je me demande même pourquoi on va attendre. Une fois qu'on voit la situation de l'aide à la presse, et on dit les textes sont dans le circuit d'adoption, c'est chez le Premier ministre. Mais en 2 semaines, 1 mois, on aura fini. S'il y a des blocages maintenant, il y a des urgences, on les règle. Quand il y a une gestion politique ou sociale, on le pose. Et au niveau du président, on le pose ouvertement. Et on voit ce qu'il y a lieu de faire. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelle le filet social de la primature, dans lequel on réglait beaucoup de questions comme ça. Les autres années, on a réglé beaucoup de choses. Il y a des communes auxquelles on a acheté des ambulances, il y a des handicapés auxquels on a acheté des choses. On pouvait aussi faire quelque chose pour la presse. Mais il faut le poser clairement, quoi. C'est un arrangement qu'on fait ou bien on reste dans le cadre des obligations légales. Si les obligations légales sont telles que l'argent qu'on donne est très peu, on pose clairement la question. On dit que c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais bon, cette année on est en guerre, on ne peut pas donner plus. L'année prochaine on donnera plus. C'est au moins clair. Parce que même quand on a très peu, si on sait que c'est donné à temps, on s'organise en fonction. Ça vaut mieux que de promettre beaucoup et ne rien donner, ou ce qui est très fréquent au Mali, c'est les dirigeants qui règlent les choses. Vous savez, j'ai reçu ici une fois une conférence religieuse où le grand patron s'est mis à nous faire la leçon en me disant que lui, un ancien président l'avait envoyé avec sa femme. Bon, nous on est incapables. Mais je lui ai dit, mais l'ancien président qui t'avait, c'était de la corruption. De quel droit il va t'envoyer toi et ta femme? Parce qu'il cherchait les grands électeurs. Moi je ne suis pas dans ça. Votre confession, on a décidé de faire partir 50 personnes. C'est ce montant qu'on délègue pour la congrégation. Maintenant, vous débrouillez à faire partir 10 personnes, 30 personnes. Mais ces histoires de dire que c'est avec le président que j'ai réglé par cette... Je lui dis que moi, je ne suis pas dans ça. Parce que généralement, ça finit jamais bien. Les jours où on ne pouvait pas... Et quand ils sont devenus à la raison, on a donné le montant. Ils demandaient 230 millions. On aurait dit qu'on ne peut pas donner. On peut donner 50 millions avec la situation de guerre. Mais quand les gens ont eu ça, ils étaient heureux. Parce qu'ils ne s'attendaient même pas à ça. Donc, quand on se parle, on voit les problèmes, on cherche la solution, on peut toujours la trouver. Moi, je suis un ingénieur. Chez nous, on dit qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il peut y arriver qu'à un moment donné, on n'est pas arrivé à la solution. Hier, personne ne pensait qu'on allait avoir les télécommunications d'aujourd'hui. Il y a 20, 30 ans, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, ce n'est donc. Posez les problèmes au niveau de votre ministre, il vient nous voir et on regarde ce qui est possible. La formation pour la presse, bon, j'ai bien apprécié les remerciements et la reconnaissance vis-à-vis des différents gouverneurs. La primature verra aussi ce qu'elle peut faire pour vous aider dans les formations. Moi, tout ce que j'ai demandé aux uns et aux autres, c'est qu'on change juste la façon de gérer le pays. Vous savez, ici, les patrons croient que le pays c'est pour eux. Vous voyez souvent des journalistes dans les télés en train de donner des leçons aux politiques, mais si jamais vous envoyez le contrôle dans leur journal, mais il fait pire qu'une dictature. Moi j'ai vu une femme ici défendre les femmes, faire du bruit, mais dans sa maison sa fille a frappé sa bonne jusqu'à casser son pied. Mais elle n'a rien dit. Mais son organisation c'est se battre contre les violences contre les femmes. Et chez elle, ses filles frappent la bonne. La bonne, là, c'est l'enfant de quelqu'un. Moi, dans ma même femme, dans ma propre famille, j'ai dit aux femmes, ne grondez jamais les bonnes. C'est des enfants d'autrui. Ils travaillent pour les payer. Si vous ne comprenez pas, vous les laissez. Personne n'a le droit de venir frapper une bonne. Moi, j'ai renvoyé un de mes neveux chez moi. Je suis rentré trouver qu'il paraît qu'il a frappé une bonne. Le même soir, j'ai dit de prendre ses bagages et de sortir de chez moi. Parce qu'on n'ira pas dire en ville que c'est mon neveu qui frappe une bonne. Un effronté, un enfant qui travaille, si vous n'êtes pas d'accord, vous lui payez, il s'en va. Mais venir faire l'effronter sur lui alors qu'il est dans son droit, toi tu ne fais que manger et dormir. Donc la plupart des dirigeants pensent que
Quand on est chef là, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on a trouvé des gens, pendant qu'on enterre nos frères dans des fosses communes, il y a des individus qui prennent l'argent. Pendant que le Covid était en train de tuer les Maliens en masse, il y a des gens qui prennent 10, 20 milliards. Ils font ce qu'ils veulent avec. Et vous trouvez sur toute la chaîne, même dans les journaux là, privés, vous trouvez les patrons, quand ils donnent dans les télés, ils donnent les leçons de morale à la classe politique. Mais quand vous partez dans son journal, ces journalistes, ils les traitent moins que rien. Dès que vous parlez, ils vous renvoient. Donc ce que nous voulons, c'est tout simplement que tout le monde fasse l'effort d'être correct dans ce qu'on fait. Si de l'argent public est débloqué pour une organisation, que les traces restent. Parce que tout dirigeant qui passe là, celui qui vient après lui va chercher à arranger. On a fait 30 ans, on a arrangé les comptes, on fait. Je vous dis qu'il y a des pouvoirs à la fin, ils arrangent tout. On appelle un comptable et puis on fait dans les complicités. J'ai vu des gens qui parlent à la télé ici. Quand on a voulu les poursuivre, la justice a demandé de les poursuivre. Mais ils ont menacé les juges et les techniciens. Et puis l'affaire a été classée par celui les politiques. Maintenant, quand quelqu'un qui prend des milliards de l'État, il va l'utiliser comme lui veut. Et on ne lui dit rien. Son seul discours, moi je suis un démocrate, moi j'ai fait la prison, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Mais ça ne peut pas continuer. Si c'est transparent, je vous assure que partout où moi je suis passé, quand j'ai trouvé des insuffisances, j'ai essayé de les régler. Chaque fois, c'est ce que je dis au ministre, quand vous venez dans un département, il y a 3 types de dossiers. En haut, c'est les dossiers qui ont fait plusieurs années, n'ont pas été réglés. C'est comme ça que j'ai trouvé la HAC 20, plus de 30 ans, on l'a réglé. On a trouvé la réforme de l'audiovisuel, 30 ans, on l'a réglé. On a trouvé l'augmentation des salaires de l'ORTM. On m'a démontré que ce n'était pas l'ORTM, de l'AMAP, que ce n'était pas faisable. Moi, j'ai pris les journaux pendant 6 mois, j'ai fait les calculs. Et j'ai eu la preuve qu'il y avait l'argent. Et on a augmenté les salaires que les gens cherchaient depuis 6 ans. Des ministres, des directeurs généraux deviennent des ministres, les travailleurs étaient là, tout le monde a peur. La seule chose qu'il faut faire, c'est de venir dire bonjour au directeur tous les matins. Moi, j'ai dit à mes collaborateurs, ne rentrez plus chez moi le matin. Ça me fera 1 heure dans ces histoires de bonjour. Si je n'ai pas besoin de techniciens, il n'a qu'à traiter ces dossiers, mais les avoir par la voie hiérarchique. Ces histoires de bonjour, monsieur le directeur, si tu ne fais pas ça, tu n'es... C'est ce qui a retardé notre pays. Mais on a augmenté les... Moi, j'ai demandé les numéros de l'essor du 1er janvier 2015 au 30 juin. J'ai fait calculer moi-même, j'ai donné la preuve qu'on pouvait avoir 1 milliard de revenus. Et on a fait savoir que l'État ne peut pas avoir plus de 200 millions. On a fait le conseil d'administration, on a augmenté les salaires. Ce que les travailleurs demandaient depuis 6 ans. Et j'ai dit au directeur de s'apprécier, à la rentrée, le conseil des ministres de décembre, on va faire une autre augmentation. Bon, mais entre-temps, moi je suis parti. On a trouvé une imprimerie chez eux qui était là depuis 25 ans. Des directeurs sont devenus ministres et ainsi de suite. Rien. L'essor partait publier 4 millions par jour chez des privés. Ça, c'est la honte pour un État. Et les ministres sont cravatés, ils sont assis à la télé. Oui, oui, moi je suis un opposant, j'ai fait la prison. Moussa Traoré, c'était un dictateur, ainsi de suite. Mais quand on est venu, on a acheté une imprimerie. En 4 mois, on a réglé. Ils ont une imprimerie à 1 milliard. Avant la deuxième augmentation, moi je suis parti. Je m'apprêtais à m'occuper de l'ORTM. Quand je suis parti. Parce que quand on a créé la SMTD, tout le réseau de fibre optique que l'État a fait, plus de 40 milliards, on a mis ça dans les propriétés de la SMTD, qui devait être déficitaire pour financer l'ORTM. Mais on a fait des... Quand j'ai voulu nommer un directeur, on a dit non. Mais quand je suis parti, on a nommé des gens qui avaient leurs affaires. On est venu trouver des trous de plusieurs milliards. Au Mali, les gens ne veulent pas travailler. Ou bien quand ils sont chefs, ils sont comme des dieux. Ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est terminé. C'est ce que j'ai dit à mes collaborateurs ici. Vous imaginez même les courriers qui viennent des citoyens.
Chez nous, on écrit, voyez, va voir le ministre. Moi, j'ai dit à mon directeur de cabinet, on ne fera plus ça. Quand un citoyen écrit au Premier ministre, le Premier ministre écrit au ministre pour appeler ce citoyen et le recevoir. Si vous lui dites, allez-y voir tel ministère, mais il va aller dans les couloirs, on va lui donner un coup de pied. Je me suis dit tel. Mais si le Premier ministre dit au ministre, il faut recevoir tel citoyen, en ce moment, il va entendre. Et le ministre rend compte. Ce n'est qu'après que moi je reçois le citoyen. Mais au début, les gens ne voulaient pas. Ou bien tu vois une lettre, une demande d'un citoyen qui vient chez le Premier ministre. Le conseiller fait 2 semaines, il prend son café, ses amis viennent, ils prennent l'arachide. Maintenant, quand ils n'ont rien à faire, il fait un rapport d'une demi-page au Premier ministre. Moi, j'ai dit au directeur, mais moi je suis les jours de l'entrée de courrier. Qu'est-ce qu'un conseiller technique va faire 2 semaines avec un courrier? Parce qu'on a une administration héritée de la colonisation. Les citoyens sont au service du colonisateur. Je leur ai dit que nous sommes au service des citoyens. C'est le contraire. Nous sommes à votre service. Mais pas l'inverse. Et c'est ça la méthode maintenant ici. Quand un courrier vient, les conseillers, on lui donne le temps qu'il faut pour l'analyser. On dit au ministre de recevoir le citoyen. Il ne va pas aller se balader dans les couloirs du ministère. Quand le ministre le reçoit, il me répond, voici son avis. Et en fonction de son avis, on décide. Même aujourd'hui, le matin, j'ai raté 2 cérémonies parce que les intéressés ont écrit au Premier ministre. Ils n'ont pas écrit au ministre. Je ne vais plus dans une cérémonie si ce n'est pas sous la couverture d'un ministre. Parce qu'avant, on voit le président, on voit le ministre, on règle tout, le ministre n'est rien, on est parents, on va chez lui à la maison. J'ai dit aux gens, ceux qui sont mes parents là, ils viennent, mon salaire est là, les week-ends on se voit. Si c'est les affaires de l'État là, on fait un courrier. Moi je ne suis pas allé aux cérémonies, parce que les ministres m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Donc avec vous, c'est la même chose. Vous savez, un État qui n'a pas de presse, c'est un État vassal. C'est un État que les autres vont utiliser comme ils veulent. J'ai donné l'exemple l'autre jour aux gens de l'ONU. J'ai dit chez nous, quand on était jeunes, dès que les gens se lèvent, on met Radio Mali. Mais maintenant, depuis qu'on a mis la démocratie, dès que tu te lèves, tu mets RFI. Tu ouvres la télé, tu mets France 24. On ne regarde l'ORTN que le journal. Parce qu'on a formaté les intellectuels. Maintenant, ils ont fait des contrats, ils sont allés juste dans les régions. Dans les régions, on va dans les villages. Dans les villages, on va dans les langues nationales. Donc la vieille qui se lève, RFI est faux. La France met 600 millions d'euros minimum par an dans ces médias extérieurs. L'Angleterre, près d'1 milliard d'euros. Les États-Unis, plus. Donc, au bout de 10, 20, 30 ans, la façon de penser, de réfléchir, ils formatent les gens. Personne n'écoute plus sa presse nationale, ils ne lisent plus ses journaux. Les hommes politiques viennent, ils ont le même raisonnement que ce qu'on a dit sur RFI. Vous regardez tous les hommes politiques, les 90%, ils n'ont pas d'éléments de réflexion plus profonds que ce qu'ils appellent sur RFI. Ils sont au même niveau que vous. Au lieu de lire la presse pour se renforcer, c'est dans la presse qu'ils vont former leur opinion. Or que la presse doit prendre leur opinion pour travailler avec la population. Mais parce qu'il y a tout un système de formation, de formatage des esprits de l'élite. Donc un pouvoir qui n'est pas conscient que dans son pays, il faut une presse nationale qui a sa vision du monde, qui écrit, même les directeurs des journaux, ils écoutent RFI, ce qu'ils entendent, c'est ce qu'il y a dans les journaux. Celui qui écoute le matin RFI, BBC, La Voix de l'Amérique, tu n'as plus besoin de lire nos journaux. Parce qu'ils formatent, il n'y a pas d'analyse propre. Et c'est les politiques qui sont les champions dans ça. Les premiers. Même en France, c'est comme ça. L'autre jour, j'ai dit on parlait de la loi ici, du code pénal. J'ai dit, mais pourquoi on se réfère toujours à la loi napoléonienne? Moi, j'ai fait la Russie, ils ont leur loi, les Anglais ont leur loi. Pourquoi chez nous, tout est loi napoléonienne? Mais parce qu'on nous a formatés comme ça. Et pour sortir de ça, c'est vous, c'est la presse.
Donc celui qui n'est pas conscient, un pouvoir politique qui n'est pas conscient du poids de la presse, c'est qui n'est pas conscient de sa mission historique. Moi, je ne vais jamais être parmi ceux qui vont chercher à bafouer la presse. J'ai même dit aux hommes politiques, il ne sera jamais dit, et je crois jusqu'à la fin de ma carrière, que j'ai traîné un journaliste ou un homme politique auprès d'un juge, au motif qu'il m'a attaqué. Mais qui tu es dans la public, c'est comme ça. Si tu ne veux pas qu'on t'attaque, va cultiver ton chat. Si tu veux diriger les gens, il y a des gens qui vont t'attaquer. Moi, j'ai eu une fois un journaliste ici, l'année passée, quand il y avait ce problème-là, tout le monde était fâché contre le Premier ministre, qui était le diable de tout le monde d'ailleurs, la presse et les politiques. Il y a un journaliste qui a insulté ma femme, il a dit tout sur moi. Les collaborateurs ont dit de l'amener en justice. J'ai dit, mais si on l'amène, on va le mettre en prison. Après, on va dire qu'il a la tension, ses parents vont aller chez moi. Il faut le laisser. Ma femme n'est jamais rentrée dans ces choses. La seule fois elle est rentrée là-dedans, elle est venue me dire, Djadja, elle ne savait pas que la corruption a atteint ce point. Djadja, même pour être élu, il y a des clans, il faut donner de l'argent. Quoi, les boros là, j'ai dit, c'est très bien fait pour toi. Si tu m'avais dit ça dès le début, là, tu n'as jamais concouru. Parce que même tu passes avec tes forces, on va dire que tu es la femme du Premier ministre. Le secrétaire général m'a dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit que c'était ta femme? J'ai dit, mais moi je ne rentre pas dans ça. D'ailleurs, elle n'est plus là-dedans. Mais j'ai entendu, ça c'est depuis 2015. Mais j'ai entendu en 2022 un journaliste fortement dans la presse, le Premier ministre a amené sa femme, il a modifié les textes, ils sont malhonnêtes. Il a dit tout ce qu'on pouvait dire sur quelqu'un pour le saluer. C'est monsieur, si je le plaignais sur lui, le lendemain on le mettait sous mandat de dépôt. Mais j'ai dit aux gens, si on fait ça, on va dire qu'il a la tension, il faut le libérer, il faut faire ceci. Sur le lendemain, il y a un autre qui est allé, lui, il dit qu'il est politique. Il est allé dire que depuis que le Premier ministre est venu, on a nommé que des gens du Nord dans le gouvernement. J'ai demandé aux SDG de sortir toutes les nominations. C'est la seule fois, je crois, dans l'histoire du Mali, depuis que je suis venu, vous demandez à tous les ministres, il n'y a aucun ministre qui a amené une nomination sur laquelle j'ai glosé. Dès qu'un ministre, dès que ça arrive, je vois ça, je mets OK. Je ne regarde même pas. La preuve actuellement, les militants du M5 qui étaient dans les ministères, dès que les nouveaux ministres sont venus, ils les ont tous enlevés. Ils me disent, mais est-ce que je n'ai pas vu quand le ministre a demandé de l'enlever? J'ai dit non, le ministre il est chef de son département, moi je ne rentre pas dans ça. Donc aucun ministre, depuis que je suis venu, je ne me suis jamais ingéré dans une nomination de quelqu'un. Jamais. Aucun ministre ne peut vous dire, on m'a dit de ne pas nommer tel, on m'a dit. C'est pour que quand une dame, on l'a enlevée de son poste, je crois que son ministre n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. La dame m'a dit qu'il paraît que le dossier à la primature. Moi, je lui ai dit que mais ton ministre n'a pas eu le courage de te dire. Le Premier ministre ne censure jamais les propositions des ministres. Donc, s'il n'a pas eu le courage de vous dire la vérité, allez-y le voir. Donc, pour vous aussi, vous êtes les chefs de la presse. Moi, je ne me mêle pas des problèmes juridiques. Ce n'est pas les clans qu'il y a chez vous. Mais dès que le ministre vous amène pour moi, c'est vous mes interlocuteurs. À partir de ce moment, le fait de parler entre nous, de regarder qu'est-ce qu'on peut régler, vous voyez les gouverneurs qui s'impliquent, pour que vous puissiez former vos gens, c'est un devoir pour l'État. La formation de ceux qui veulent faire la presse, c'est même un devoir pour un État conscient. Et moi, je suis très conscient de votre rôle dans un pays. Un pays sans presse, il n'existe pas. Vous savez, dans les grandes démocraties, là, les grandes presses appartiennent à des grands groupes. C'est eux qui manipulent l'opinion. On te dit que c'est vrai. Tu dis que c'est vrai. C'est aujourd'hui que ceux qui ont fait parrainer les accords de Minsk, certains politiques disent oui, on a parrainé ces accords juste pour que une partie gagne du temps, se préparer militairement. Sinon, on savait que ces accords n'étaient pas valables. C'est aujourd'hui que quelqu'un dit ça. Chez nous, on a signé l'accord pour la paix et la réconciliation depuis le 15 mai 2000. Mais la CEMA a refusé de signer. Elle a attendu le 15 juin pour signer ce qu'ils appellent le relevé des conclusions. Ce qu'il y a dans le relevé des conclusions, c'est ce que la CEMA applique.
Elle n'a jamais appliqué l'accord jusqu'à aujourd'hui. Mais se relever des conclusions, les politiques ont caché aux Maliens. Ceux qui ont été signés n'ont même pas montré à leur parti. Moi, j'étais dans le gouvernement, on n'a jamais vu. On a même l'histoire des autorités intérimaires, on ne nous a jamais montré. Le premier ministre a pris, il est allé jusqu'à l'ONU. Le ministre de l'administration, ils ont été voir le président, ils ont carabiné à 3. Mais moi, je l'ai dit ici que c'est que la rébellion n'a pas eu par la guerre et la négociation. On triche pour les donner sous la table. La conséquence, moi, je suis parti. Mais on n'est pas retourné à ça. Ça ne sert à rien de donner raison à quelqu'un qui n'a pas raison. Pour l'amadouer. L'histoire a montré que ça n'arrange jamais. Il faut affronter les problèmes et les régler. J'ai toujours donné l'exemple sur le plan de la sécurité du pays. Je viens de vous donner le cas des ministres. L'autre jour, il y a des gens de l'ONU qui étaient là. Moi, je leur ai donné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tous les Européens cherchaient à éviter Hitler, ils arrangeaient. Les Anglais, les Français, chacun partait signer un accord. Les Anglais sont allés signer un accord de paix. Quand le ministre des Affaires étrangères est venu, toute la population est sortie pour l'acclamer. Toute la population. Chamberlain, il a gagné. Mais il y a une seule personne qui est sortie, il a dit non. Il dit, vous avez été signé des accords de paix, c'est des accords de la honte pour éviter la guerre. Mais vous aurez eu la guerre et la honte. Mais le jour où Hitler a attaqué l'Angleterre, la reine n'avait pas d'autre choix. Elle a été chercher ce monsieur-là, qui s'appelait Winston Churchill, pour le désigner Premier ministre. Le fait de chercher à donner raison à quelqu'un qui a tort, là, il ne faut jamais le faire. Le Mali a fait 30 ans dans ça. On a oublié, moi je comprends qu'on n'avait pas les moyens, mais la réalité c'était fait exprès. C'était fait exprès pour qu'on n'ait pas les moyens. Même nos compatriotes du Nord, finalement, j'ai dit à certains ici, chacun fait comme ça, ah oui, la SEMA va gagner, je vais avec eux. Parce que les gens vont du côté de la victoire. Dont les Touaregs, les Arabes, les Soraïs, les peuples qui sont avec l'État ont l'impression, quand ils viennent, on ne les reçoit même pas. Mais les autres sont reçus par-dessus la tête du gouvernement. On met des sacs d'argent, on dit le Mali est un pays pauvre, des Hawadji, on les remplit pour mettre, pour une élection. Les gens vont se partager l'argent, ils viennent au forum pour lequel on les a corrompus pour venir, ils assistent, ils ne disent rien, à la fin ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais entre-temps, ils ont mangé leur argent. Cette fois-ci, c'est terminé. On a fait les assises nationales, on a fait 2,4 milliards d'économies. On n'a pas payé un franc de perdement à quelqu'un. 2,4 milliards. C'est qu'on a économisé quand on faisait les assises nationales de la refondation. Parce qu'on a dit la vérité, on leur a dit tout simplement, le pays est sous embargo, il n'a pas d'argent. Vraiment, acceptons de serrer les ceintures. Mais les Maliens ont accepté. Parce qu'il faut dire toujours la vérité aux Maliens. Toujours, il faut leur dire la vérité. Ce qui n'est pas possible pour leur... Moi, je dis, ce que vous posez là, ce n'est pas des problèmes impossibles pour un État. Pour des dirigeants politiques qui comprennent leur rôle, mission historique et politique. Sans presse, il n'y a pas d'État. Même les aides qu'on vous apporte un peu... Bon, c'est vrai, il y en a qui n'aiment pas beaucoup comme ça ce qu'ils font. Mais la réalité, c'est que, honnêtement, je pense que c'est question... Maintenant, pour la HAC, il ne faudra pas oublier que la HAC est une autorité administrative indépendante. Il est vrai qu'il y en a qui comprennent l'indépendance de l'État. Donc, il s'agit de parler. Je pense que votre ministre doit les approcher. Et on ne peut rien leur imposer. On peut leur expliquer, peut-être il y a des aspects stratégiques et philosophiques, géopolitiques qu'ils ne voient pas, pour trouver un terrain d'entente. Maintenant, les moratoires, quand c'est fait un moratoire, on donne des délais. La réalité, c'est que beaucoup ne veulent pas payer. Quand vous ne payez pas quelques mois, on comprend. Quand c'est des années, on vous dit, vous payez dans combien de mois? Dans 6 mois. Vous dites, non, 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 je veux seulement un moratoire. Donc, moi, je pense que les moratoires, s'ils sont donnés à la HAC, avec des chiffres, ils ne doivent pas refuser. Parce que ça ne sert à rien de fermer une radio. On crée des chômeurs, on crée des mécontents contre le régime. Et puis, de toute façon, l'information ne passe pas.
Aujourd'hui, nous avons besoin de l'information. Plus que ces BBC et Minisma ou quoi là qui sont juste dans nos villages, nos vieilles grand-mères là se relèvent, elles écoutent les Minisma un peu, les radios là, elles écoutent ça en soirée. Mais s'il y a quelqu'un qui a une radio de protection qui lui parle en soirée dans sa langue, en Tamashek, en Menaka, ainsi de suite, au lieu que les gens écoutent seulement ce que les gens disent. Donc, stratégiquement, politiquement, nous, notre État n'a aucun intérêt à ce que nos radios privées soient fermées. Aucun. Mais il ne faut pas que les gens utilisent ça aussi comme du chantage. En se disant, comme je sais qu'il ne peut pas se passer de moi, je vais faire ce que je veux. Il faut parler à vos camarades. Le ministre va aborder la HAC pour échanger avec eux. Je pense que la HAC s'est dit qu'elle a peut-être beaucoup parlé, on ne l'écoute pas. Il faut qu'elle tape du poing sur la table. Peut-être le ministre va les aborder, ils vont parler, mais il n'y a pas d'intérêt. Vous savez, il y a une année, moi j'ai mis l'industrie du commerce, il y a un opérateur ici, on a voulu fermer son entreprise et vendre tous ses biens. Tout le monde a convaincu. Moi, je suis allé voir le président. J'ai dit, mais président, mais si on vend tous ces biens, on gagne 2 milliards au mois au trésor. 2 jours, c'est parti. Mais si on l'oblige à faire un moratoire, y compris ses maisons et tout, on lui donne 3 mois. Il va rembourser petit à petit. Et ce monsieur avait une autorisation de 80 milliards, il avait un programme de 80 milliards avec les Sud-Africains. Le président m'a laissé carte libre. Moi, j'ai pris sur moi la responsabilité, j'ai signé, on lui a donné son autorisation. 24 heures, son marché allait lui échapper. De 80 milliards. Mais il a eu ça. Il a payé en un an l'argent de l'État. Ça, c'est mieux qu'on le ferme. C'est comme quand on voulait vendre le bâtiment là où il y a l'école de la MUTEC, à côté de la BCAO. Tina Koulibaly m'a dit que Alpha Omar Konaré voulait l'acheter pour les enseignants à un prix qui était très faible. Et puis il y a un opérateur économique qui voulait acheter 10 fois plus cher. Lui allait voir le président Moussa et dit, monsieur le président, moi, ministre des Finances, moi je préfère ça, parce que je gagne beaucoup d'argent là-dedans. Vous êtes président, vous savez que ce monsieur, c'est un opposant caché. Il est contre votre régime. Je ne veux pas régler son problème sans vous demander. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on lui donne? Il dit que Moussa lui a dit, mais monsieur le ministre, Alpha est à la tête des mouvements syndicaux. Les autres syndicats ne savent pas dans quoi il est. Mais c'est des Maliens. Si vous prenez l'argent là, vous mettez au trésor, vous allez le dépenser en quelques jours. Mais si Alpha a ce bâtiment-là, ça devient un lieu de médecine pour les enseignants qui ne sont même pas au courant de ce qu'il est en train de faire. Donnez-lui ça. Ce n'est pas l'argent qui compte. C'est les milliers d'enseignants qui vont bénéficier de ce soin. Mais en ce moment, lui disait qu'il était dans la clandestinité, personne ne le voyait. Mais on les voyait marcher nus. Tous ces gens qui sont venus crier après qu'ils étaient dans des opposants clandestins. Les réunions, c'est le président qui dit de laisser passer leur cas. Ça, c'est le ministre des Finances. Parce que moi, je me parle beaucoup de temps pour discuter avec les anciens qui me racontent certaines choses. Et ça, il me l'a raconté devant Moussa. Il m'a appris tous les... Il m'a dit, mais tous ces gens-là, on avait leur dossier. C'est à qui on virait de l'argent, c'est à qui on fait ceci. Mais j'avais dit que ce n'est pas important. Lui, il avait sous-estimé les gens, bien sûr. Mais l'intérêt du pays, je vous assure, ça doit primer sur tout ce qu'on fait. Les ministres, je leur dis, quand vous trouvez un dossier qui a fait des années, c'est le premier dossier auquel vous devez vous attaquer. Le deuxième dossier, le président, le pouvoir politique qui vous a amené. Qu'est-ce qu'il a promis au peuple? Engagez-vous pour donner satisfaction au peuple par rapport à ces promesses. Et ce n'est qu'en troisième position que vous vous occupez de vos propres initiatives. Nous, on a fait la même chose pour ce qui concerne les... Quand le président avait dit, Ibeka avait dit, il va donner un ordinateur à chaque élève. Mais moi, quand on a réglé le problème de la HAC qui a fait 30 ans, la réforme de l'audiovisuel qui avait fait 6 ans, l'ORTM qui n'avait pas d'imprimerie, les salaires augmentés, avant de nous attaquer à l'ORTM, parce que moi j'étais convaincu que si on nous laissait, on allait doubler les salaires là-bas. On allait mettre quelqu'un à la tête de la SMTD qui allait générer beaucoup de ressources. Parce que c'est nous-mêmes qui prenons le prêt de 46 millions, je l'avais négocié avec les banques.
Et ce n'est pas l'État qui a les rembourser. Mais quand je suis parti du gouvernement, on a donné ça à une société européenne à 170 milliards. Une société qui est tombée en faillite quelques mois après. Mais si on avait fini les dossiers des SUS, le dossier qu'on devait attaquer, c'est celui des ordinateurs. On a mis mes collaborateurs. J'ai dit, il faut qu'à la fin, Ibeka puisse dire aux Maliens, j'ai promis un ordinateur à chaque étudiant. Voici ce que j'ai fait. On a monté tous les dossiers. On a identifié les financements. On a lancé l'appel d'offres. J'ai demandé au ministre de l'enseignement supérieur combien d'élèves il y a à l'école supérieure en ce moment. Il y avait 180 000. On a arrondi à 200 000. J'ai dit, il y aura les 20 000 pour le président, les institutions. À 15 jours de l'ouverture des prix, j'ai reçu une lettre sèche du Premier ministre qui me dit, bon, il faut arrêter. Moi, j'ai arrêté. Parce que c'était l'engagement de Ibeka vis-à-vis au peuple malien. Donc, j'ai dit au ministre, ce que le président a promis aux Maliens, ou ses engagements vis-à-vis du peuple, c'est ça votre deuxième dédicace. Et ce n'est qu'en troisième point que vos initiatives viennent. Donc, votre ministre, s'il y a des dossiers qui sont là depuis 20 ans, abordez votre ministre, mettez-les sur la table. Moi, je suis preneur pour les régler. Les côtés stratégiques de la presse, mettez-les sur la table. On ne va pas voir comme c'est de l'argent qu'on donne à des gens, mais on voit l'assise du pouvoir politique au Mali ne peut pas aller sans des patriotes qui sont convaincus, alors qu'ils soient obligés de faire passer les messages. Moi, je lis certains journaux, je vois nettement que des messages des ambassades. Mais les gens n'ont rien à faire. S'ils ne font pas ça, ils ne vont pas vivre. Donc, si un pouvoir politique est conscient de ça, il n'y a plus de problème. Le reste, c'est que ça se fasse vraiment dans la transparence. Monsieur le Président, je voudrais vous rassurer que tout ce que vous avez demandé là, moi, je vous propose de me faire une note, une lettre. Point 1, réactif juridique. Point 2, aide à la presse. Point 3, formation. Point 4, vous êtes embêté par la hack. Point 5, remerciement. Vous les envoyez dans la semaine. Inch'Allah. Et vous aurez, je vais les imputer au ministre pour dire de vous apporter et trouver les solutions. Moi, c'est comme ça que je travaille. Ce n'est pas les blabla là pour que vous soyez content et sortez. Mais on sort chez moi sans argent, malheureusement. Il paraît que le Premier ministre est pingre, il ne donne pas de l'argent. Mais je vous assure que moi, je fais les calculs. Les budgets de 2000 milliards du Mali, là, on n'a pas besoin de l'étranger pour les avoir. On peut les mobiliser au Mali ici. Il y a des individus qui, eux seuls, dépensent plus de 10-20 milliards dans l'année. Un individu. Aujourd'hui, j'ai les dossiers, je sais ce qui se passe. Les gens ne travaillaient pas pour le pays, ils travaillaient pour leur poche. Ils préparaient leur avenir. Certains ont 2, 3, 4 passeports en poche. Si ça chauffe là, ils prennent le pays de leur choix, ils s'en vont. C'est tout. Dans quel pays le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, hautement stratégique, on va mettre là-dedans des gens qui ont 4 passeports en poche ou qui vont rendre compte à d'autres gouvernements. Et on a la preuve. C'est au Mali que ça se fait. Dès qu'ils sortent du gouvernement, ça trouve qu'on a photocopié tout, ils rejoignent le pays en question. Est-ce que ça c'est normal? Moi je ne suis pas d'accord avec ça. On a tout dans notre pays, je vous assure. Donc faites vite. Aujourd'hui on est lundi. Je reçois votre lettre mardi, mercredi, jeudi c'est chez lui. Et en fin de semaine, il va vous appeler et on va commencer à compter le chrono. Qu'est-ce qu'on a pu faire par rapport à vos revendications? C'est la meilleure façon d'avancer. Voilà ce que vous dites, Monsieur le Président. Il y a d'autres qui attendent de parler. Merci. Notre rencontre avec nos experts, c'est mercredi sur les textes. Vous aurez la correspondance au plus tard vendredi. Ok. En tout cas, la balle est dans votre cas. Merci bien, la séance est levée.